Il y a déjà beaucoup de sanctions d'ailleurs. Vous savez, l'AIEA, le Conseil de sécurité, les sanctions primaires, les sanctions secondaires, tout ça était mentionné dans cette phrase, dans ce paragraphe. Oui, oui. Et ouais, je pense que clairement l'Iran s'y est mis aussi, oui. Oui, mais quand on regarde la façon dont ils ont rédigé ce document, on voit qu'il n'y a rien d'absolu dedans. Pour moi, c'est plutôt une étape vers de vraies négociations, quelque chose de sérieux. C'est pour ça qu'ils l'ont formulé comme ça. Et le premier paragraphe, qu'est-ce qu'on en fait? Le premier est vraiment grave. Oui, je crois que tu as raison. C'est très précis et c'était immédiat et permanent. Ce ne sont pas des mots creux, hein, c'est vraiment affirmatif. Oui, et c'est pareil pour le numéro 8. Donc tu passes au numéro 8. Oui, oui, oui. Numéro 8. La République islamique d'Iran réaffirme qu'elle ne produira ni ne développera d'armes nucléaires. Les États-Unis et l'Iran sont convenus de régler la question des stocks de matières enrichies selon un mécanisme qui sera défini d'un commun accord, conformément au calendrier mentionné au paragraphe 7. Dans le paragraphe 7, ce calendrier dépend des sanctions, de la manière dont elles sont levées. Vous voyez, le 8 dépend du 7, qui concerne les sanctions, celles de l'AIEA, du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les sanctions primaires et secondaires. Tout est lié à ça. Et conformément au calendrier mentionné au paragraphe 7, la méthode minimale prévue consiste à effectuer le mélange sur place, sous la supervision de l'AIEA. Les deux parties ont aussi convenu de discuter de la question de l'enrichissement et d'autres sujets liés aux besoins nucléaires de l'Iran, sur lesquels elles se sont mutuellement mises d'accord. Et puis ils vont aussi procéder au mélange de l'uranium enrichi iranien directement en Iran, pas à l'extérieur du pays, exactement comme Donald Trump en parlait auparavant. Oui, enfin, c'est encore une concession importante de la part des États-Unis. Quand on lit les réactions, on voit qu'il y a des gens en Iran qui se plaignent. Ils ont le sentiment que l'Occident les a trahis. Les sionistes et les néoconservateurs, eux, pensent clairement que Trump les a trahis. Donc, quand on voit ce genre de réaction des deux côtés, ça montre que cet accord a peut-être du poids, qu'il est peut-être vraiment solide. Et cette clause en particulier, je pense, a vraiment de la substance. Oui, oui. Et ça dépend du point numéro 7, qui concerne les sanctions iraniennes contre l'Iran. C'est important. Ces deux points sont liés. Et le point numéro 9, en attendant l'accord final, prévoit que les États-Unis et l'Iran s'engagent à maintenir le statu quo. L'Iran gardera donc le statu quo actuel de son programme nucléaire. Alors, c'est quoi exactement le statu quo du programme nucléaire iranien? Depuis le début de la guerre, l'Iran n'a produit aucun uranium enrichi sur son territoire. C'est pour ça qu'il parle de statu quo, Larry. Et ça veut dire, d'après ce que je comprends, qu'ils ne produiront pas d'uranium enrichi. C'est bien pour ça qu'il parle de statu quo. Et les États-Unis, de leur côté, n'imposeront pas de nouvelles sanctions. Enfin, je veux dire, laisse-moi juste. Permettez-moi de vous interrompre un instant pour souligner qu'il semble qu'ils vont simplement repartir de l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA. Beaucoup d'éléments sur lesquels ils s'étaient déjà mis d'accord auparavant dans le cadre du JCPOA peuvent facilement être adaptés à cette situation. Oui, oui. Et les États-Unis n'imposeront pas de nouvelles sanctions et ne déploieront pas de forces supplémentaires dans la région. C'est la suite du paragraphe.
Et voici le point numéro 10. Les États-Unis s'engagent à ce qu'immédiatement après la signature de ce protocole d'accord, des dérogations aux sanctions soient accordées pour l'exportation de pétrole brut iranien, de produits pétroliers et de leurs dérivés, ainsi que pour tous les services associés, y compris les transactions, l'assurance et le transport, entre autres. C'est important aussi. Oui, oui. Oui, c'est vraiment important. Oui. Encore une fois, on accorde immédiatement des dérogations sans attendre qu'un certain critère soit rempli par l'Iran. Oui, c'est très important parce que le secteur de l'énergie dans l'économie iranienne était sous sanction depuis au moins 7 ans. Il ne pouvait rien exporter à cause des sanctions, des transactions, des assurances. Tout ça est lié. Ce n'est pas seulement une question d'envoyer du pétrole ou d'en exporter. Il faut pouvoir faire les transactions, avoir les assurances, le transport, tout ce qui va avec. Et pendant cette guerre, beaucoup de ces navires, ou en tout cas un nombre important de pétroliers iraniens, ont été touchés à cause du blocus. Je ne sais pas combien exactement. 4 d'entre eux ont été frappés. Oui. Tu te souviens? Oui. Eh bien, ils ont tiré sur un. L'Iran en a visé un, et les 3 autres ont fait demi-tour et se sont repliés. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tiré sur les 4, mais ils ont tiré assez pour que les 4 changent de cap. Oui. Voici le point numéro 11. Les États-Unis s'engagent à rendre pleinement disponibles les fonds iraniens gelés et restreints une fois que ce protocole d'accord sera mis en œuvre. Les États-Unis et l'Iran se mettront d'accord ensemble sur les procédures liées à la libération de ces fonds pendant les négociations. Ce sera un processus progressif tout au long des discussions. Et tout cela concerne les avoirs iraniens gelés et restreints, parce qu'il y a 2 types d'avoirs iraniens détenus en Occident. D'un côté, les avoirs gelés, de l'autre, les avoirs restreints. Et c'est extrêmement complexe d'expliquer la différence entre les deux. Voilà, et voici le point numéro 12. L'article 12, c'est purement pour cette. Oui, exactement. C'est juste une question administrative. Oui. Et un mécanisme de suivi sera mis en place pour superviser la mise en œuvre du protocole d'accord, ainsi que de l'accord final qui suivra. Et le point numéro 13 dit que, après la signature de ce protocole d'accord, et sous réserve du début de la mise en œuvre des paragraphes 1, 4, 5, 10 et 11, les États-Unis et l'Iran entameront des négociations sur l'accord final. Et enfin, le dernier point, ou le dernier paragraphe, précise que l'accord final sera approuvé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Attendez, je vous envoie le lien. Le professeur Marandi va nous rejoindre dans un instant, Larry. Alors, laissez-moi juste. Ma lecture de la première clause de cet accord, c'est la suivante. C'est, disons-le clairement, un vrai changement de donne. Parce que d'une part, ça revient en pratique à donner à l'Iran la permission d'attaquer Israël si Israël continue de violer l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban, sans craindre de représailles américaines. Le texte ne le dit pas comme ça, bien sûr. Ce qu'il dit précisément, c'est que les États-Unis et l'Iran s'engagent ensemble à garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Alors que se passe-t-il si cette intégrité est violée? Eh bien, la République islamique d'Iran a alors l'obligation d'agir pour protéger cette intégrité territoriale. Et tant qu'elle ne s'en prend pas aux forces américaines, c'est en quelque sorte comme si on donnait à l'Iran une autorisation directe d'attaquer Israël si celui-ci reste présent au Liban. Oui, et en gros, ça réaffirme que les États-Unis considèrent ou acceptent que l'occupation israélienne du Liban est illégitime. Exactement.
Je veux dire, rien que ça, c'est énorme. Franchement, j'aurais jamais cru que l'administration Trump accepterait quelque chose comme ça. C'est à mon avis vraiment remarquable. Oui, professeur Marandi, je pense que vous avez lu le document, le plan en 14 points, et c'est désormais officiel. Qu'est-ce qui est important dans ce plan en 14 points du point de vue des Iraniens? Je pense que le plus important, c'est que chaque action de l'Iran doit être accompagnée d'une réponse des Américains. En d'autres termes, les États-Unis doivent remplir leurs engagements pour que l'Iran fasse le moindre pas en avant. Donc, tant que la question du Liban n'est pas réglée, les Iraniens ne bougeront pas. Oui, d'accord, oui. Oui, te revoilà. Oui. Donc, que ce soit la libération des avoirs de l'Iran, la souveraineté du Liban ou la levée des sanctions, tout ça doit se faire pour que l'Iran réponde en retour. En ce moment, le blocus a été levé. Les navires iraniens circulent librement, sans être inquiétés. Oui, je crois que ma connexion n'est pas très bonne. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Donc, par exemple, en ce moment, les navires iraniens vont et viennent sans harcèlement. Mais toutes ces questions vont désormais être liées aux actions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Si les États-Unis ne respectent pas leur part de l'accord, les Iraniens ne respecteront pas la leur. Et ça va compliquer les choses pour Trump, parce que je n'ai pas vu son interview, mais j'en ai lu le compte-rendu. Je crois qu'il a dit que les réserves d'énergie ou les réserves de pétrole allaient s'épuiser dans quelques semaines. Oui, il a dit ça. Tu as vu l'interview? Moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Oui, il l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, exactement? Il a dit oui, exactement la même phrase qu'il avait utilisée. Nous sommes à quelques semaines, tu sais, d'un marché de l'énergie qui serait, d'une manière ou d'une autre, au bord d'une sorte d'effondrement. Et nous sommes à quelques semaines de très gros problèmes. Il sait très bien que s'il ne respecte pas ses engagements, ces marchés de l'énergie seront très vulnérables. Et dans les semaines à venir, le passage des navires par le détroit d'Ormuz ne va pas être rapide parce que ça va prendre du temps. Les compagnies d'assurance rencontrent des difficultés et il y a aussi des problèmes liés à la sécurité du détroit d'Ormuz. Bref, il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Donc, ce n'est pas comme si tout allait se régler du jour au lendemain, ni que le flux d'énergie ou de marchandises à travers le détroit allait revenir à la normale de sitôt. Alors, si les Américains ne respectent pas leurs engagements, les Iraniens n'ont qu'à ralentir ou même suspendre le rythme de passage de ces navires, qui, comme je l'ai dit, ne seront de toute façon pas nombreux avant un bon moment. Et cela suffirait à semer le chaos sur le marché. C'est donc un moyen de pression. Les Iraniens disposent d'un levier considérable pour obliger les Américains à tenir leur part du marché. Oui, et je voudrais juste ajouter, comme je l'expliquais à Nima tout à l'heure, qu'ils ont obtenu ces 60 jours pendant lesquels l'Iran va laisser passer les navires gratuitement. Mais en réalité, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de navires qui bougeront, tout simplement parce que les mines dans le golfe Persique n'ont pas encore été retirées. Et si on en croit le Pentagone, ou le dernier témoignage des responsables du département de la Défense devant le Congrès, ils ont dit que ça pourrait prendre jusqu'à 6 mois. Donc en fait, au début, on pourrait se dire « Ah, l'Iran se voit privé de 2 mois de revenus. » Mais pas vraiment. Ce sont 2 mois qui peuvent en quelque sorte offrir, sans rien perdre, à cause de tous les autres facteurs qui entrent en jeu.
Oui, parce que le nombre de navires qui vont passer, comme vous l'avez justement souligné, ne sera pas le même qu'en temps normal. Il faudra du temps, et sans doute bien plus de 2 mois, avant que le trafic retrouve le niveau qu'on connaissait avant la guerre. Et donc, le gouvernement iranien, je peux vous poser une question? Les pétroliers iraniens, qui les assurent? Est-ce que c'est le gouvernement iranien ou bien ils naviguent sans assurance? Parce que selon moi, l'assurance, c'est l'un des facteurs limitants dans l'industrie maritime basée à la City de Londres. Ces compagnies ne vont pas laisser ces navires partir tant qu'elles n'auront pas la garantie qu'ils ne risquent pas d'exploser. Oui, les navires iraniens n'ont pas ce problème. Comme ils sont sous sanction et ne peuvent pas obtenir d'assurance, ce sont les Iraniens eux-mêmes qui les assurent. D'accord. Parce que dimanche soir, j'ai vu ces navires bouger tout de suite. Des pétroliers iraniens qui allaient et venaient. Eh bien, il y a aussi une autre raison. L'Iran n'a pas encore ouvert le détroit. L'ouverture du détroit est prévue dans quelques jours. Mais professeur Marandi, voici ce que dit le point numéro 10. Les États-Unis s'engagent à ce qu'immédiatement, après la signature de ce protocole d'accord, des dérogations aux sanctions soient accordées pour l'exportation du pétrole brut iranien, des produits pétroliers et de leurs dérivés, ainsi que pour tous les services associés, y compris les transactions bancaires, l'assurance et les services de transport, et ainsi de suite. Donc, d'une certaine manière, dans ce point, ils abordent la question que vous venez de soulever, celle de l'assurance et du transport. Exactement. Ça va rendre le pétrole iranien plus facile à vendre. Ça va aussi faciliter les allers-retours des navires. Et Trump en a besoin lui aussi, parce qu'il veut maintenir le prix du pétrole à un niveau bas. Comme Larry l'a mentionné, à ce stade, à cause des questions d'assurance et d'autres problèmes, beaucoup de ces navires ne seront pas très pressés de traverser rapidement le détroit d'Ormuz. Mais, pour les navires iraniens, eux, ils passent déjà, comme je l'ai dit, parce que leur tour de passage n'est pas encore arrivé. Et surtout, les navires iraniens n'ont pas les problèmes d'assurance que rencontrent les autres. Pendant toutes ces années, les Iraniens ont continué à faire des allers-retours sans pouvoir ou sans avoir besoin de souscrire une assurance auprès des grandes compagnies internationales. Il faut se rappeler que le marché iranien est largement dominé par la Chine. Quant aux autres navires et au pétrole vendu ailleurs, c'est plus limité, et ils ont leur propre mécanisme pour gérer ça. Mais encore une fois, pour les navires qui se rendent en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde, ils font face à de sérieux problèmes qu'ils doivent résoudre avant de pouvoir reprendre leurs activités à grande échelle. Permettez-moi, professeur, de vous poser une autre question. Vous disiez qu'on vous abordait dans la rue, un peu sur le ton de la plaisanterie, bien sûr, mais qu'il y avait beaucoup d'Iraniens en colère, pensant que c'était encore une trahison. Est-ce que depuis, vous avez rencontré des gens un peu plus apaisés, qui vous disent « Ah d'accord, finalement, ce n'est pas aussi grave qu'on le pensait ». Eh bien, vous savez, d'habitude, je passe sur les différentes places, le soir, chaque soir, mais très brièvement. Et donc, ces 3 ou 4 dernières nuits, j'ai assisté à certaines de ces discussions et à ces critiques. C'est anecdotique, donc je ne peux pas vraiment mesurer quelle part de gens pensent ça, ni quelles sont les proportions. Et je n'ai pas vu de sondage ces derniers jours
pour savoir où en est l'opinion. Mais il y a effectivement des personnes qui critiquent les négociateurs en disant que les garanties données par les Américains ne sont pas suffisantes. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens dans la rue et d'autres que je croise dans la journée. On dirait que oui, il se fige un peu. J'allais justement ajouter à ce qu'il disait, la première, encore une fois, la première clause de cet accord, le premier point, c'est le plus important, parce qu'il précise très clairement que les États-Unis ne vont pas attaquer ni utiliser aucune forme de violence contre l'Iran. Oui. Oui, je pense que l'autre point important, Larry, c'est celui qui concerne le détroit d'Ormuz et la façon dont l'Iran compte le gérer. Même avec les opérations de minage, tout dépendra de l'Iran. Personne d'autre n'ira là-bas pour le faire à sa place, ni pour le détroit. Et ça correspond parfaitement à la vision iranienne. Nous sommes là. Pas d'équipement militaire, pas de destroyer, rien. Aucun navire militaire ne passera par le détroit d'Ormuz. Et je pense que It brings point, ce que... Oui, oui. Alors c'est important, vraiment. Et je viens de lire quelques commentaires de démocrates et de républicains qui sont, mon Dieu, complètement furieux. Oh là là, on dirait que c'est la fin du monde. Rien que ça. Ils devraient presque chanter. Oui, le professeur Marandi vient de confirmer que les États-Unis et l'Iran ont signé numériquement le protocole d'accord. C'est bien ça, parce que c'est ce qu'a rapporté Axios. Oui, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères est passé à la télévision dans une émission en direct. Avant lui, le docteur Kalibov était aussi à la télévision et tous les deux ont donné de longues interviews. Le porte-parole du ministère parle encore en ce moment et il a confirmé que c'était fait. Il a dit que cela devait être signé avant son passage à l'antenne. Donc je suppose que c'est signé.